Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Informatique News du lundi 25 mars 2019. Comme chaque semaine, nous décryptons l'information de la semaine avec le rédacteur en chef d'Informatique News, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Olivier. Alors on va commencer par une première news. On parle beaucoup de virtualisation de serveurs. On pourrait penser que les serveurs, le nombre de serveurs est en train de diminuer, mais avec la croissance des data centers, il y a un fort rebond justement du marché des serveurs aujourd'hui. Effectivement, c'est ce qui était intéressant dans ces derniers chiffres d'IDC, c'est qu'il y a eu plusieurs années où, comme vous le disiez, finalement les ventes des serveurs étaient étales, ça a duré plusieurs années. Et là, tout d'un coup, il y a un rebond qui est quand même significatif, puisque en 2018, on est à plus 30% et on a un ensemble de ventes de serveurs qui représente 88 milliards de dollars. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez conséquent. D'ailleurs, ces chiffres-là, on a du mal à se représenter ce que ça veut dire. Si on compare ça, par exemple, aux ventes de tous les systèmes liés à la sécurité, on est à plus de 100 milliards de dollars. Donc vous voyez, finalement, les serveurs, c'est moins que la sécurité. Je reviens sur le problème des serveurs. Ce qui était intéressant, donc, c'est ce rebond qui est lié à, comme vous le disiez, au fait que les opérateurs de services cloud, des sociétés d'Internet, qui on appelle des hyperscalers, donc un data center géant, croissent à des rythmes phénoménaux parce qu'il y a une forte demande et parce qu'ils veulent conquérir le marché, donc ils sont en phase de conquête, et donc ça a entraîné ce rebond. Il y a un phénomène complémentaire qui est que ces grosses entreprises utilisatrices de serveurs, plutôt que de s'embêter, si je puis dire, à utiliser des vieux serveurs, préfèrent, et ça c'est un chiffre qui a été donné par un de nos confrères qui s'appelle The Next Platform, préfèrent finalement racheter de nouveaux serveurs neufs à raison de 30% par an. C'est-à-dire que 30% par an, ils en remplacent, c'est énorme. Et puis, il y a aussi un troisième phénomène qui est que, alors entre parenthèses, ça leur permet d'évacuer des vieux serveurs, et aussi, vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé des problèmes de sécurité sur les processeurs Meltdown et Spectre, et donc ça leur permet d'évacuer ce problème-là en même-là. Et il y a un troisième phénomène intéressant qui est que le prix moyen des serveurs a également augmenté ces 2 dernières années dans des proportions importantes. On était à 5 000 en prix moyen il y a 2 ans, on est passé à 6 000 puis à 7 000. Et ça s'explique par des processeurs plus puissants mais plus chers, par l'utilisation beaucoup plus systématique de tout ce qui est flash, mémoire flash, et puis par l'adjonction sur ces serveurs de processeurs de type GPU, qui évidemment alourdissent un peu le coût. Donc tout ça fait que le prix moyen des serveurs a augmenté de manière significative. Donc si vous combinez la croissance de ces hyperscalers et le prix moyen, on arrive à ce phénomène qui est quand même assez significatif. Plus de puissance, plus d'intelligence, je dirais, dans les serveurs. Et puis on pourra se poser la question aussi, mais ça c'est pour un prochain numéro, de peut-être une seconde vie sur le marché des serveurs. Oui, alors effectivement, vous vous souvenez, il y a très longtemps, on s'intéressait, il y avait des compatibles IBM. Dans le domaine des mainframes, là on arrivera peut-être à ce genre de marché qui sera un peu différent, mais qui a des points de comparaison à suivre donc. Autre information de la société Cetera qui décline son offre d'hyperconvergence en passerelle cloud. Quelques mots là sur cette Alors Cetera, donc en fait c'est une société qu'on connaissait pas beaucoup, qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui est basée à la fois en Israël et puis à New York, et donc qui avait commencé par qui s'était lancé plutôt dans le logiciel de sauvegarde-restauration, qui a lancé il y a quelques années, je crois dans les années 2012, un système de gestion de fichiers universel, et qui là en fait propose une appliance, donc elle s'est associée avec SimpliVity, donc SimpliVity, vous vous souvenez, a été racheté par HP il n'y a pas très longtemps, qui était un des 2 ténors de l'hyperconvergence avec Nutanix, et donc là en fait ils proposent un système packagé hyperconvergent avec leur logiciel sur ce matériel. Et donc ça permet quoi? Ça permet de créer en fait un système qui joue le rôle de passerelle entre d'un côté
ce qu'on appelle maintenant assez familièrement tout ce qui est edge computing, donc tout ce qui est à la périphérie, dans les agences, dans les bureaux éloignés, etc. Ou des objets connectés. Ou les objets connectés. Et puis, ce qui sera sur le cloud. Et l'idée, c'est de faire, d'envoyer à la fois les données, éventuellement les applications, de les envoyer de manière la plus fluide possible entre ce qui est en local consolidé par ces appliances, et de les envoyer sur le cloud avec en gros des systèmes logiciels qui soient équivalents. Donc c'est un mouvement que lance Cetera avec cette appliance et qu'on avait déjà connu avec des sociétés comme Nutanix par exemple. Et donc les clouds concernés, c'est à la fois, ça peut être AWS, ça peut être aussi Microsoft Azure, qui sont les deux avec Cloud, avec Google Cloud Platform, les deux ténors du marché dans le cloud public. Alors justement, parlons de Microsoft Azure, on va parler de la virtualisation de l'environnement de travail, donc c'est Microsoft Virtual Desktop, qui est donc disponible en version bêta publique sur Azure. Oui, alors donc effectivement, c'est le Virtual Desktop, on en parle depuis de longues années, et ça a du mal finalement à s'installer. C'est resté encore un marché de niche, si je puis dire. Donc là, c'est Microsoft qui est pas n'importe qui est quand même un acteur majeur à la fois dans le domaine des serveurs et puis dans le domaine du poste de travail, qui donc fait cette annonce qui avait été présentée à la conférence Ignite en septembre dernier, donc c'est la conférence auprès des utilisateurs, entreprises utilisatrices, et donc qui est, comme vous le disiez, disponible en version preview publique, et qui le sera à la fin de l'année. Donc là, l'idée, c'est en gros d'offrir une solution virtuelle de poste de travail, donc de plus avoir à s'embêter à gérer ces postes de travail en local, mais de tout mettre sur Azure, et donc vous imaginez évidemment les avantages que ça peut... La simplicité d'administration. Bien sûr. Une évolution, quand on passe d'une version de Windows à une autre, ça se fait de manière, enfin, a priori plus simple. Alors après, et une meilleure gestion de la sécurité aussi. Absolument, et donc il faudra voir aussi ce que ça a comme implication en termes de coût, parce que là on parle d'annonce générale, on est au niveau des grands principes. Après, il faut regarder dans le détail ce que ça représente, mais enfin, on verra si avec cette solution dans le Virtual Desktop, qui a vraiment du mal à percer, si le fait que Microsoft devienne un acteur dans ce domaine va démocratiser un peu le système. Voilà. Autre information de la semaine, c'est Doctolib, qu'on connaît nous en tant qu'internaute. Des fois, on va regarder un peu, on va consulter Doctolib, je dirais, qui lève 150 millions d'euros et qui devient ainsi une licorne. Alors, je dirais qu'en fait, on utilise Doctolib pour les consulter son médecin. Oui. Donc, alors, effectivement, Doctolib, on connaît, c'est pas si vieux que ça, hein, ça a été créé en 2013. Là, ils viennent de lever 150 millions de dollars, donc ça les fait entrer dans la cour des grands. Au total, ils sont à plus de 260 millions de... Alors, j'ai dit dollars, en fait, c'est d'euros, hein, parce que c'est une entreprise française. Donc, comme vous le disiez, c'est une entreprise qui permet finalement de gérer les rendez-vous avec tous les médecins, quels qu'ils soient. Enfin, en tout cas, ceux qui sont prêts à acheter le système, parce que dans le système, c'est les médecins qui payent et les patients, pour eux, c'est gratuit. Ils ont signé un accord avec la PHP, donc je suppose que ça les a boostés. Et donc, cette levée de fonds les fait devenir une licorne, et des licornes, en France, il n'y en a pas tant que ça. On a Blablacar, on a Deezer, et puis on a Vente Privée qui a changé de nom, qui s'appelle VP, je crois, qui fait penser un peu à autre chose. Alors on cite aussi OVH, mais OVH n'est plus vraiment une start-up, donc le mettre dans la catégorie des licornes, c'est vraiment un beau succès français, et en plus on est dans le B2B, c'est un peu différent. Donc c'était quand même à signaler, sachant que le Doctolib veut à la fois s'étendre au niveau européen, puisqu'ils sont présents déjà en Allemagne, et puis aussi ils veulent élargir leur modèle, c'est-à-dire pas se limiter à la simple prise de rendez-vous, mais par exemple aller dans la consultation à distance. Donc des choses, aller un peu au-delà de leur cœur de métier initial, si je puis dire. Très bien. Autre info de la semaine, Guy, c'est la société FIS, que moi je ne connaissais pas, qui rachète WordPay pour 35 milliards de dollars. Alors effectivement, c'est un peu à la
périphérie de ce qu'on traite habituellement, mais c'est quand même, c'est du logiciel, donc ça nous intéresse, et 35 milliards de dollars, c'est quand même pas, c'est pas rien. Alors, on va faire assez rapidement, parce qu'en fait, FIS, donc c'est une société américaine qui fait des logiciels de back-office pour les banques et les institutions financières. C'est Fidelity National Information Services. Exactement, qui a été créé en 1968 et qui faisait à l'époque du data processing. Donc vous vous souvenez, les services de type service bureau, on appelait ça à l'époque. Donc ça a été créé en 68. Et donc ils ont grossi par rachats successifs, donc ça c'est le côté FIS. Ils avaient racheté une société il y a 3 ans qui s'appelle SunGuard, qui est connue, elle, qui fait à peu près la même chose, qui avait racheté Comdisco, je ne sais pas si vous vous souvenez, Comdisco, qui l'a revendu après, là c'était du recover Disaster Recovery. Exactement. Et ils ont racheté aussi le français GL Trade, donc on connaît peut-être plus comme ça. Et là, ils viennent de... Donc ça, c'était déjà 9 milliards de dollars, ils ont mis sur la table il y a 3 ans. Et là, ils mettent 35 milliards pour acheter cette entreprise WorldPay, qui est en fait d'origine américaine, mais qui a pris le nom de la société qu'elle a rachetée récemment en Angleterre, qui s'appelle, au départ elle s'appelait Ventive, elle a racheté une société qui s'appelle WorldPay, et elle a pris le nom de la société qu'elle a rachetée parce que ce nom était plus... Donc, et Ventive, c'est une société qui est basée à Cincinnati. Donc, c'est pas un endroit qui est particulièrement connu de nos lecteurs, mais c'est quand même une entreprise assez importante. Et donc, le tout fait un ensemble qui représente 12 milliards de dollars. Donc, à la fois, on est dans le logiciel plutôt orienté back-office pour les instituts bancaires et financiers. Donc, c'est tout ce qui est compensation, tout ce qui est conformité réglementaire, etc. Et puis WorldPay, c'était plutôt dans les moyens de paiement et le commerce électronique. Donc les deux, je dirais, s'emboîtent plutôt bien et sont relativement complémentaires. Et ça en fait évidemment le numéro 1 de ce secteur. Du secteur. Autre fait de la semaine, c'est les Français face aux services publics, et notamment à la dématérialisation des services, où d'un côté on est séduit, puis d'un autre côté, pas tant que ça, quoi. Alors, bon, déjà, la dématérialisation, c'est inexorable. Hein. On va y passer. Et le Premier ministre, je crois que c'était en octobre dernier, avait redit la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'en 2022, tous les services publics seraient accessibles en ligne. Donc 2022, c'est quasiment demain. Et face à ça, effectivement, comme vous le disiez, les Français sont à la fois séduits parce que c'est vrai que c'est assez facile d'accéder à un site. C'est simple. C'est simple, on peut le faire quand on veut, on peut le faire à son rythme. Et donc ça, les 4 Français sur 10 trouvent ça bien. En revanche... on a en face de nous une boîte noire, quoi. Voilà. 1 sur 2 pense quand même que finalement ça reste compliqué. Et puis 8 sur 10 pensent que ça entraîne une déshumanisation de la relation. Et ça, c'est une évidence, puisqu'en fait on est en contact avec... Des fois on cherche le numéro de téléphone désespérément. On ne trouve pas, on est avec une machine. Et donc ça, c'était intéressant parce que ça intervient peu de temps après le rapport du défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a rendu son rapport il y a quelques semaines, et dont l'idée maîtresse est de dire il faut toujours donner une solution alternative à une solution d'accès en ligne. Parce qu'il y a malgré tout une fracture numérique qui existe en France, qui est réelle, et précisément UFC Que Choisir sortait en même temps que ce rapport qui a été proposé par Mazars et réalisé par Opinionway, disait qu'un Français sur 5 n'a pas d'ordinateur chez lui, donc ça veut dire que pour faire les démarches, il faut qu'il aille quelque part. 3 sur 10 n'ont pas de smartphone, et puis la liaison Internet n'existe pas partout. 10% des Français n'ont pas une liaison Internet satisfaisante. Donc malgré tout, cette idée de fracture numérique, elle existe vraiment, et finalement, elle rend compliqué pour tous ces gens-là l'accès aux services publics en ligne. Donc je dirais que c'est un bilan mitigé. C'est sûr que ça facilite un certain nombre de choses, mais il faut quand même faire attention dans les conditions d'utilisation. Et puis, à un moment donné, c'est vrai qu'on a toujours envie de discuter avec quelqu'un pour lui poser une question dans des termes simples.
ce qu'on n'est pas capable de faire devant une machine où il faut cocher, où il faut sélectionner, où c'est quand même plus compliqué. Alors on va nous dire, oui, mais l'intelligence artificielle arrive, demain, donc vous allez écrire votre phrase, et là, l'intelligence, le système va vous répondre en français également, mais on n'y est pas encore. Ouais. Événement à suivre, Guy, c'est le AWS. Alors AWS, c'est le 2 avril prochain, donc évidemment au Palais des Congrès, c'est l'événement annuel d'AWS. Donc AWS, on ne va pas le représenter, hein, c'est le numéro 1 dans le domaine du cloud public et de très loin. Et on avait reçu Stéphane Hadinger il y a quelques semaines, donc qui est en fait le CTO et qui jouait un peu le rôle de patron de AWS en France. Et ce sera la première prise d'armes de Julien Grouet, qui est lui le country manager pour AWS en France. Donc ce sera une édition intéressante de cette AWS qui montre la progression assez phénoménale de cet opérateur de service cloud public. Très bien. Et puis le coup de cœur ou coup de gueule de la semaine, ça dépend de quel côté on se place, c'est Google et encore une amende record. Une amende record, alors 1,5 milliard d'euros, on va dire, bon, c'est pas record, effectivement, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Mais alors là, c'est pour des pratiques anticoncurrentielles où, en gros, Google mettait en avant ses propres services par rapport à des services concurrents. C'est sur la publicité, quoi. Voilà, et donc ça fait suite à 2 amendes qui ont été infligés en 2017 et en 2018. Et si on fait le total, on est à plus de 8 milliards d'euros d'amendes infligées à Google. Donc ça commence à devenir un peu significatif. Est-ce que ça veut dire que la Commission européenne est quand même très, très remontée par rapport aux GAFA. Bon, et c'est une question qui est au cœur de beaucoup de conversations, d'ailleurs qui est au cœur de conversations de l'autre côté des États-Unis, où certains candidats démocrates veulent casser, comme il y avait eu au moment des mesures antitrust, veulent casser ces géants parce qu'ils prennent un poids dans la société, dans l'économie qui est devenu très très important. Donc réglementation à suivre. Merci Guy pour ce nouveau numéro et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Informatique News.